Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission sera placée sous le signe de Jojo no Kimyona Boken de Monsieur Araki, un titre que vous connaissez sans doute au moins de nom et que l'on appelle ici Jojo's Bizarre Adventure, mais je voulais faire genre je parle japonais évidemment. C'est l'un des mangas les plus célèbres au monde, mais en France il est très loin d'avoir la même popularité qu'au Japon. Il est très loin de l'avoir, surtout au vu des ventes qui sont bien meilleures aujourd'hui qu'il y a très longtemps, mais qui n'intègrent que trop peu le top des ventes hexagonales. Mais si vous lisez du manga depuis un moment, vous connaissez au moins l'aura de ce titre de Jojo's Bizarre Adventure. Et donc pour fêter notre 200e émission, c'est notre 200e enregistrement, il fallait un récit à la hauteur, et il l'est, attention malgré tout, si vous êtes un expert en Jojo's, un fin connaisseur en aventures bizarres, un addict de ce manga hors du commun, cette émission n'est absolument pas faite pour vous. Désolé, voilà. Ça vous empêche pas de l'écouter, vous faites ce que vous voulez de toute façon. Mais voilà, ce qu'on va dire ici ne va que peu vous intéresser, a priori. On ne sait jamais, mais a priori, voilà. En revanche, si vous connaissez le manga que de nom, ou alors c'est une vieille lecture à l'époque quand c'est sorti chez J'ai lu, tendez l'oreille. Jojo's, c'est un manga vraiment pas comme les autres, pour une première raison d'ailleurs, Julie, parce qu'il est en plusieurs parties ce manga. Beaucoup de parties même. Beaucoup de parties. J'en compte 8. Ah bah écoute, oui, moi aussi, j'en compte 8. C'est bon, donc on est raccord. On est raccord. Mais est-ce que tu veux que je te donne les titres de chaque partie parce que, Phantom Blood, c'est le titre de cette émission, c'est la toute première partie. Exact. Et ensuite, on a quoi ? On a Battle Tendency. La troisième partie, c'est Stardust Crusaders. On a également Diamond is Unbreakable, avec l'accent s'il vous plaît, Golden Wind et Stone Ocean, Steel Ball Run et Jojo Lion pour la dernière partie en date. Voilà, maintenant vous êtes prêts. Jojo's Bizarre Adventure est dans la 5ème de couve cette semaine. Préparez-vous, générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, dépecer, charcuter et aimer Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood, le début de la saga. Pour l'occasion, ils ont mis leurs plus beaux vêtements pleins de style pour parler de Jojo's. Salut Robin, salut Cagnard, salut Julie. Salut. Vous avez vraiment un style qui colle ce là, soir. J'ai un haut de format damier, tu le vois pas? Remarque, regarde Cagnard, il a une petite casquette. C'est vrai que Cagnard, c'est celui qui est le plus dans le thème. Ouais, et puis la marinière aussi, ça lui va bien, toi aussi, Guillaume. Commence à avoir un peu de mytho là-dedans. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission, puis on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux et surtout sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts, et pas que de podcasts d'ailleurs, parce que sur YouTube on peut écouter d'autres choses et regarder d'autres choses surtout, parce que c'est pas fait pour les podcasts à la base, mais on y est aussi. Tout à fait. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Cette émission donc, Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood, elle a pour but de mettre un coup de projecteur sur Jojo's, un manga connu par beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'auditeurs, mais qui ne l'ont pas forcément lu, ou alors il y a très longtemps. Donc on ne s'adresse pas aux experts et aux incollables en Jojo's, bien au contraire. Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood, c'est un manga qui a été publié au milieu des années 80 dans le fameux Weekly Shonen Jump, aux côtés de titres à l'époque comme Senseiya, Hokuto no Ken, City Hunter ou même Love-D à l'époque, Dragon Ball évidemment. De toute façon, quand tu regardes JoJo's et Dragon Ball, c'était le même magazine ça? Il y a un petit. L'un des deux est un ovni. C'est peut-être plutôt Dragon Ball, figurez-vous l'ovni. Et il reste donc dans ces pages du Jump jusqu'en 2005 où il changera de magazine et il est désormais toujours en cours de publication dans l'Ultra Jump. Jojo's, à chacune de ses parties, c'est un manga qui explore différents genres, différents univers, mais ça, on verra l'an prochain dans une seconde émission pour la seconde partie de Jojo's, puisque du coup, si vous l'avez bien compris, si on commence par faire une émission sur Jojo's Phantom Blood, on est obligé de faire cette autre émission. Ah voilà, on est parti. C'est un engagement là, c'était un peu comme Berserk qu'on s'est lancé dans une. C'est ça. T'as pas lu les dernières petites lignes tout en bas là? Donc cette émission, mais bon, on va prendre un petit peu notre temps pour les faire, vous inquiétez pas. Quant à l'histoire donc de cette première partie Phantom Blood, les 5 premiers tomes de Jojo's, l'histoire la voici. On est du 12e au 16e siècle. Un brave et valeureux royaume prospérait.
sur un plateau au centre du Mexique. Oui, ça c'est vraiment la première page. Hein. Ces gens, on les nommait les Aztèques, le peuple du soleil. Parmi eux, une tribu possédait l'ambition de régner sur le monde grâce au pouvoir du masque de pierre. Mais cette tribu disparut soudainement de l'histoire sans parvenir à ses fins, et elle ne laisse derrière elle qu'un palais en ruine sans une âme. Cette histoire retrace l'aventure de deux jeunes gens qui connurent un destin malheureux à cause de ce masque de pierre. Tout est relié. Excavé du Mexique, ces deux hommes sont Joe et Jojo, et elle commence au 19e siècle en Angleterre. Et alors c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'un manga du Jump qui commence au 19e siècle en Angleterre, façon Victor Hugo, c'est très étrange. L'idée dominante à l'époque dans le manga au Japon dans ces années 80, c'est qu'un titre qui se passe en dehors de l'archipel avec un héros étranger qui a une drôle d'allure, ça peut pas marcher. Et malgré tout, Araki, c'est ça qui est fort. Il a eu envie d'être l'exception qui confirme la règle, et il a fait ce titre qui est si étonnant, si marginal, si différent, et qui est resté 30 ans, 40 ans après, on en parle encore et on a envie d'en parler, et c'est ça qui est assez phénoménal. Et c'est vrai que ce titre, dès l'intro, tu as ce que tu viens de lire littéralement. Comment ça ? On est chez les Aztèques. C'est hyper bizarre pour un manga. C'est vraiment, t'es dépaysé dès la première page. Et au final, moi j'ai l'impression que tous les codes habituels qu'on peut trouver dans les séries qu'on aime lire, ils sont complètement chamboulés, tu vois. Rien que dans l'intro, on passe par 2 continents, il y a 2 flashbacks, il y a 5 personnages qui sont mis en scène, et tout ça c'est en quelques pages. Et on te balance toutes ces infos et tu ne sais même pas quand le titre a commencé ou si t'es encore dans la présentation de l'univers. Je trouve ça assez dingue. T'es vraiment jeté dans cette folie directement. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fois les codes ils sont chamboulés, mais malgré tout ils sont là. Tu vois, on est quand même dans le Shonen Jump, c'est le temple du Neketsu, tu vois. Et moi je trouve que, JoJo's, quand tu le lis, c'est des Phantom Blood, c'est une espèce de charge de Neketsu constante, quoi. T'as une intensité chez les personnages, dans la narration. C'est quand même un manga qui te hurle à la gueule sans arrêt, quoi. C'est-à-dire que même les premières pages de récitatif, c'est le narrateur qui te hurle dessus. Il y a carrément, les bulles sont avec des dents pour t'expliquer que c'est vraiment comme si on te criait dessus, quoi. Et après c'est Speedwagon qui te commence l'histoire. Et, donc, voilà. Et même voilà, les personnages eux-mêmes ne se parlent que en se gueulant dessus. Après, quand on commence à aller plus dans le vif du sujet, les combats et tout, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'était la mode à l'époque, mais tu sais, c'est cette grande mode des mangas où les personnages hurlent les techniques qu'ils font et tout. Et je sais pas si c'est il fait partie des précurseurs du genre, parce qu'après c'est devenu aussi un code du Shonen Neketsu, tu vois. Mais donc t'as vraiment tout cette espèce d'ambiance très Neketsu, vraiment, où voilà, t'as vraiment l'impression de lire un bouillonnement d'intensité en permanence, quoi. Ouais, mais justement, parce que le fait du Neketsu, c'est qu'il faut connaître des petites baisses de régime pour relancer la machine, et là ça n'arrive jamais. Donc moi je me dis que c'est un peu aller au-delà du Neketsu. C'est une espèce de Neketsu du lâcher prise, c'est-à-dire qu'au moment t'as pris note, ok, on va te gueuler dessus pendant tout le truc, tu te laisses porter, tu lâches prise, au fur et à mesure de l'histoire on va te raconter des trucs invraisemblables, donc tu te dis tout devient possible, il n'y a pas de limite, même le ciel n'est pas de la limite, tu vois. Il faut arrêter avec tous ces préjugés qu'on t'a mis dans la tête, et là bizarrement, toutes les digues craquent. Il y a une espèce d'énergie incroyable qui dévale comme ça, en flot continu, qui ne s'arrête jamais. Et tu te dis, la vie est un long fleuve cathartique. Donc toutes tes tensions de la journée vont être, nettoyées par cette espèce de flot incroyable qui est déversé, mais on continue, comme tu disais, dans ces pages-là, quoi. Avec 2 héros qui font 1m95. Ouais, c'est des espèces de gros mastards, là, genre comme ça. Et encore au début, ils sont jeunes. Et tu te demandes qu'est-ce qu'ils mangent pour devenir comme ça. Ça, c'est les Anglais, hein, typique les Anglais font toujours ce gabarit. Surtout chez Dickens, on s'en rappelle bien. Ouais. Mais même graphiquement, on en parlera peut-être un peu plus en détail, mais à ce côté, tout est intense, quoi. L'ancrage, il est très marqué, il est tout est intense, quoi. Mais du coup, moi, quand je lis, tu vois, Phantom Blood en tout cas, t'as cette question de quand est-ce qu'il y a cette limite très fine entre le ridicule et le génie. Quand est-ce que tu franchis la ligne ? Parce que, en fait, tu sais jamais. Tu sais jamais de quel côté de la barrière tu te places. Et ça aussi, ça ajoute un petit peu de sel à tes lectures, parce que tu te dis « Oh non, quand même, oh non !» Et puis, il arrive bien sûr le moment où tu ris, alors que tu devrais pas, parce que c'est hyper tragique. Mais il y a certaines pauses, il y a certaines prises de parole, parce qu'il y a ça aussi, la façon dont ils s'expriment, pas seulement dans leur
dans leur la façon dont ils occupent l'espace d'une page, etc. Mais le discours des personnages et les punchlines, etc. sont toujours invraisemblables. C'est déclamé. Oui, c'est là, c'est le théâtre perpétuel. C'est incroyable. Et c'est ça qui est absolument génial, parce que c'est quand même donc l'histoire, pour être un petit peu plus pragmatique par rapport à celle que j'ai racontée au début, c'est vraiment juste l'histoire d'une rivalité entre deux frères adoptifs. Enfin, l'un était adopté et l'autre non, et qui se rencontrent à un âge déjà assez avancé et qui ne vont absolument pas s'entendre au point de vouloir s'entretuer. Mais attention, avant qu'on en arrive là, il y a cette partie totalement issue des Misérables de Victor Hugo sur lequel tu voulais revenir, Cagnard. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Julie. C'est que moi, c'est un des trucs que j'ai adoré dans ce manga, c'est que j'ai pas su par quel pied le prendre, en fait, sur quel pied danser, on va dire, en le démarrant. Et dès le début du manga, t'as un flashback avec les pères de Dio et de Jojo. Et même là, j'étais en train de me dire, mais on est complètement sur une scène absurde qui limite qui est en train de détourner un code qu'on connaît. La scène avec un mourant qui est en train de demander une dernière volonté. C'est vraiment Les Misérables, quoi. C'est vraiment Les Misérables. Et là, en fait, il s'en sert pour s'en moquer. Je me suis dit, mais attends, mais je le prends au sérieux ou quoi? Parce que du coup, le père de Jojo, il a l'air bête dans cette affaire, tu vois. Donc même le présupposé héros que je vais peut-être suivre, parce qu'à ce niveau-là, je ne sais pas du tout qui est le héros encore. Je suis là, genre, putain, il se fout de ma gueule, c'est rigolo. Je sais pas vraiment quoi faire de ces infos, tu vois. En plus, là, on est là à une époque. En 2022. Oui. Là, on parle d'une lecture de 2022. Effectivement, à l'époque, tu pouvais aussi, quand t'étais gamin, quand t'es adolescent, que tu vois ça arriver dans les années 80, t'avais sûrement un autre regard. Mais Julie, toi, tu voulais revenir sur ce côté ovniesque. Ouais, parce que c'est très chargé, tout est chargé émotionnellement, les persos, ils ont tous des drames absolus dans leur vie. Enfin, il y a l'un qui est très très comment dire, noir, au sens où il est vraiment mesquin jusqu'au bout. Enfin, ça va au-delà. Il est maléfique, voilà, complètement. Il y a rien pour le sauver, en fait. Et on y reviendra un peu plus tard. Et de l'autre côté, comme tu disais, les gentils ont l'air tellement gentils qu'ils en sont bêtes. Enfin, ou qu'on sait pas trop. Et il y a cette espèce de caricature qui, moi, m'a fait penser, tu vois, à certains traits, comme tu disais, du théâtre ou d'une certaine idée de la peinture, comme ça, très baroque, très démonstrative, mais petit à petit, il prend le chemin d'un truc qu'on va appeler plus burlesque, quoi, parce que c'est un peu des pieds de nez de oh dis donc qu'est-ce que t'es con, et que ça soit pour l'un ou pour l'autre, je veux dire, il tape sur les deux personnages, sur les deux pôles de la même façon. Et j'ai essayé de m'imaginer comme si j'avais 17 ans et que je lisais pour la première fois à cette époque-là JoJo's, alors que j'ai lu d'autres mangas entre temps, que j'ai lu Dragon Ball par exemple, et je me dis attends, je reviens sérieusement sur les 2-3 premiers chapitres, mais il y a aucune je veux dire, c'est quoi le but? On n'en sait rien, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas enfin on sait pas, c'est deux frangins qui, mais vraiment ça, après ça change drastiquement, mais les 2-3 premiers chapitres, on est sur une sorte de jalousie de frangin, on sait pas où ça va. Et puis à ce moment-là, t'as déjà oublié le masque, hein. Tu l'as complètement zappé déjà. Non, de toute façon, déjà, on ne revoit jamais ce Mexicain qui met ce masque au début. Et c'est là où, en tant que lecteur-analyseur, Aztèque, tu vois, plus tard, Aztèque, on se rend compte d'une chose, c'est que Araki est super doué pour raconter les histoires, parce que là, il n'y a rien de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, de ce qu'on attend en tant que lecteur d'un manga du Jump. Et pourtant, on continue, on a envie d'avaler la suite, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et c'est vrai qu'il a un talent pour raconter les choses malgré grâce aussi à ce côté burlesque dont tu parlais, Julie, que je trouve assez formidable aussi. Au final, moi, c'est vraiment quand je me rappelle ces quelques chapitres, je me dis, mais j'ai l'impression de voir une introduction d'un grand film ou un roman, une grande épopée et tout, mais j'ai pas l'impression du tout de lire un manga. J'ai vraiment l'impression de voir la scène d'introduction d'un film qui, elle, peut se permettre d'être moins directe que celle d'un premier chapitre de shonen, tu vois, qui est quand même censé tabasser tout de suite. Là, c'est pas vraiment le cas. Il prend son temps, il te raconte bien tous les aspects autour dont on n'aura rien à foutre après plus tard, mais je trouve ça assez c'est vrai que ça révèle vraiment un talent de narrateur chez Araki.
Bah après ouais moi il y a ça et effectivement il y a aussi je trouve dans cet objet très étrange qui est Jojo qui est très bizarre pour reprendre le titre, c'est vraiment ce mix bizarre entre une esthétique qui est quand même assez vintage, tu vois, je parlais tout à l'heure de l'ancrage et tout, on est quand même vraiment sur une école graphique qui est bah clairement tu lis en 2022 tu sens que c'est pas de notre époque quoi, c'est quand même un truc qui est de son temps quoi, mais dans sa forme il y a aussi malgré tout une espèce de modernité. Alors moi ça m'a surtout frappé au niveau de la rapidité du récit. C'est vrai qu'il y a alors il y a des trucs bizarres au niveau de voilà comment l'histoire est présentée au début qui est effectivement très littéraire, tu vois, tu pourrais même penser à l'intro de Dracula de Coppola, sauf que ce qui est marrant c'est que Dracula de Coppola il est sorti genre 5 ans après, tu vois, pas même de Dracula de Bram Stoker. Oui voilà, mais le héros s'appelle Jonathan, mais clairement de toute façon oui t'as référence tout à l'heure, mais je voulais dire ouais, vraiment le truc narratif de partir sur des espèces de voix off qui te racontent une légende ancienne pour finalement t'introduire l'histoire que tu vas voir, tu vois, c'est un truc qui est assez marrant. Mais après il y a le récit, je sais pas, je trouve qu'il va à toute vitesse et je trouve qu'il a cette modernité qu'ont les Neketsu actuels qu'effectivement on en a déjà parlé pas mal dans cette émission, c'est que les shonen aujourd'hui ils vont très très vite, tu vois, et je trouve que JoJo's quelque part 30 ans avant il avait déjà ce truc de non mais j'ai pas le temps les gars, faut que je vraiment que l'histoire elle avance et tout, et il y a ça, et il y a aussi cette frontière. Alors il y a aussi la représentation graphique de la violence qui franchement bon tu me diras il y avait Hokuto no Ken aussi dans le Shonen Jump à l'époque, mais je trouve que c'est quand même un truc voilà qui est assez que tu retrouves plus maintenant, enfin qui a l'air plus assumé maintenant, ce truc de vouloir montrer de la violence pour des adolescents. Et là lui il avait déjà ça, et il a aussi effectivement cette ce que disait Julie, la frontière entre le ridicule et les génies, tu sais, c'est un peu des trucs qu'on a pu dire de Fujimoto aussi, cette espèce de frontière entre est-ce que c'est génial ce qu'il nous raconte ou est-ce que c'est juste n'importe quoi, et JoJo's il avait aussi ça il y a 30 ans quoi, donc c'est vrai qu'il est très moderne dans ça quoi. Et là il nous offre en 5 tomes, seulement 5, une histoire complète, c'est ça qui est fou, avec un background déjà riche, et on a même envie d'en ressortir des vrais points comme dans les histoires d'aventure de 50 tomes. Oh, attends, est-ce que tu connais ce pouvoir, et alors attends, c'est lui qui est le plus fort à ton avis, c'est d'ailleurs ou c'est Straits? Tu vois. Aucun des deux. Je suis d'accord avec vous que c'est un manga qui va très vite pour le coup, mais disons qu'il démarre pas à 200 à l'heure pour moi. On a vraiment un tome 1 où il prend vraiment son temps, au point que j'avais envie de dire il pose ses enjeux, mais c'est pas ce qu'il fait dès le début. Il pose pas ses enjeux dès le début. Je crois qu'il faut attendre plus ou moins le tome 2 pour avoir les véritables enjeux, on va dire, de cette histoire. Mais après, une fois que le tome 1 il est enclenché, on va dire, ça y est, après ça trace tout droit, au point que j'ai vraiment envie de lui demander de ralentir parfois, de dire attends, tes persos secondaires, ah oui, t'as pose-les différemment. Puis t'as une ellipse de 8 ans au bout de même pas un tome quoi, enfin c'est assez mais par contre le tome 1 en soi, je trouve que c'est quasiment un exemple en termes de vraiment, on prend son temps pour présenter son univers et tout. Je trouve que moi à la fin du tome 1 je ne suis pas à fond, tu vois, je suis pas à fond dans les enjeux, et c'est parce qu'a priori c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait vraiment établir une espèce d'univers qu'on connaît pourtant, hein, c'est l'univers contemporain mine de rien, mais il prend vraiment son temps sur ce tome 1. Le tome 1 c'est Princesse Sarah. Oui, grave. Je sais pas si vous vous souvenez toutes les galères qu'il y a là avec toutes les filles qui lui font des crasses dans le dos. Là c'est pareil, c'est Jonathan et t'as Dio qui lui fait plein de crasses, qui prend son chien. Non mais c'est affreux. Sa copine. C'est affreux sa copine. Tu te rends compte qu'il embrasse sa copine avant lui? Bah ça j'avoue. Alors qu'il a juste massacré un chien. Ouais, non. Des poids de mesure. Il fait en sorte que les autres l'insultent. Ah oui. Ça j'ai pas bien compris comment il avait fait. Il est fort hein, Dio, j'ai pas bien compris. Juste les autres il lui jetait des cailloux sur le dos de l'autre, je sais pas trop pourquoi. Il a fait courir des rumeurs sur lui. Oui j'imagine. Comme quoi c'est un rapporteur. Ouais, c'est vraiment tous les niveaux, à tous les niveaux il est horrible quoi. Genre, c'est vraiment une très très mauvaise personne quoi. C'est vrai que ce tome 1 il est assez marrant pour ça. Je fais ok mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où est-ce que je suis? C'est Jojo la victime quoi. C'est Jojo la victime. Et c'est vrai que Dio ça pourrait être une peste avec des couettes. Ah ouais, mais carrément. Il est blond hein. En soi il est blond. C'est une blonde, ouais. Je vais te voler ta poupée, tu vas voir mon gars. Il se fait féliciter par le père de Jojo et tout. Mais oui, c'est lui qui récupère les lauriers dans le dos des gens et tout. Mais en fait c'est pas Jojo qui aurait dû devenir un super vilain normalement. Ouais, Madame Minchin. C'était elle dans Princesse Sarah. Madame Minchin. Robin, est-ce que tu veux revenir soit sur Princesse Sarah, soit sur tout l'aspect graphique? Oui, parce que de JoJo's
qui vaut le détour par son côté aussi marginal. Bah clairement, moi je trouve que c'est aussi une des grandes forces du titre, ou en tout cas un de ses gros intérêts, c'est son identité visuelle qui est unique quoi. Enfin de toute façon t'as qu'à voir, même si t'as jamais lu JoJo's, t'as au moins vu un mème avec un personnage de JoJo qui dit un truc, tu vois. Ou une un pub truc, pour Gucci. Et donc vraiment, c'est cette espèce d'identité visuelle qui est kitsch et flamboyante en même temps. Enfin, tu vois, vraiment ce truc intense et kitsch en même temps, quoi. Elle est à plusieurs niveaux. Ça, clairement, t'as un espèce de travail sur le style qui est incroyable. Genre, les personnages, ils ont des tenues complètement excentriques. Mais il a beaucoup de goût, je trouve, pour ça. Enfin, en tout cas, il recherche beaucoup. En tout cas, c'est ça. Est-ce que savoir le dessiner, c'est une chose, mais avoir l'imagination, une telle imagination en vêtements, c'est vraiment autre chose. Et c'est surtout ce qui est rare, je trouve aussi, c'est que les persos ils changent de fringue tout le temps. C'est pas un truc que tu vois régulièrement parce que ça. Celui qui l'a fait après, c'est Oda. En plus, c'est un truc que tu. En général, quand t'es dessinateur, c'est un truc que tu fais surtout pas parce que c'est horrible de devoir à chaque fois trouver. Sauf si tu veux vendre plus de figurines. Et en général, justement, ton personnage principal, t'essayes de le dessiner d'une manière où c'est assez simple parce que tu vas devoir le dessiner tout le temps et tout. Donc il y a vraiment ça. Mais je trouve que ça rajoute à ce côté très commedia dell'arte, quoi. C'est un truc, c'est du théâtre, c'est des harlequins, c'est tous des personnages qui flamboient, quoi. Et ça, c'est assez marquant, sur le travail des fringues, quoi. Ouais. Et puis, pour revenir sur le côté très rétro du dessin, en tout cas les premiers tomes, moi ça me fait penser, il y a certaines gueules, parce que les personnages secondaires aussi, ils ont des gueules. Et tu trouves pas que ça ressemble à des vieilles pubs américaines des années 50 ou des années 30, tu sais, un côté très... I want you. Ouais, ou avec des grandes bouches, tu sais, un côté un peu cartoon, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, et je sais pas s'il a fait ça pour accentuer le côté c'est la vieille Angleterre, tu vois, c'est le vieux continent, ou parce qu'il cherchait encore son style graphique, parce que je trouve qu'au tome 3, ça y est, tu vois ce que ça va donner par la suite, c'est beaucoup plus affirmé, alors que les premiers, ils sont dans des proportions étranges. Enfin, les têtes sont toutes petites, des fois tu as des bras qui deviennent 2 fois, 3 fois plus grands que ce que ça devrait être normalement. C'est à cause du souffle, ça. Pas encore, parce qu'ils sont encore enfants, tu l'as dit toi-même. Mais je trouve que il y a tout cette recherche finalement. Moi j'ai l'impression que les 2 premiers tomes, c'est vraiment, il savait pas encore trop dans quel espace, dans quelle dimension en fait, poser ses persos. Et puis une fois qu'il a appréhendé toutes ces problématiques de pouvoir sur leur corps avec l'onde, etc., il s'est dit voilà, c'est ça ton corps, c'est ça tes limites. Et il a été quand même plus à même de donner forme à ce qu'il voulait, à toutes ces visions. Mais au moins il a ses chara design dès le début. Ouais. Mais ça, je pense que c'est un truc aussi lié à l'époque, quoi. C'est que c'est un manga qui est né dans le milieu des années 80, enfin deuxième moitié des années 80. C'est aussi la grande époque des gros actionneurs avec des héros bodybuildés et tout ça. Et donc, je pense que mine de rien, et puis aussi, c'est con, mais il était publié dans le même magazine que Hokuto no Ken, tu vois. Donc forcément, je pense que c'est un type de dessin qui l'a marqué et tout. Et donc il y a vraiment aussi ce truc dans... Tu sais, c'était toujours à la frontière, ce truc giga viril et en même temps un peu giga crypto-gay aussi, quoi, avec des persos qui se mettent dans des positions pas possibles et donc ils sont tous super baraques, mais quand ils font leurs combats, ils se mettent dans des posings, t'as l'impression qu'ils combattent en faisant du voguing, quoi. Tu sais, c'est presque, on dirait presque des trucs de drag queen, quoi. C'est assez, mais comme avec des mecs giga musclés, quoi. Donc t'as cette espèce d'ambiguïté ou de paradoxe qui du coup donne cette identité visuelle très très forte aussi au titre, quoi. Je me souviens plus si c'est une info ou une rumeur, donc ça prend avec des pincettes, mais j'ai souvenir qu'il s'était inspiré, alors donc voilà, c'est pour ça que je ne suis plus si c'est info ou rumeur, mais de Stallone et de Schwarzy pour faire Dio et Jojo. Non, alors je crois que dans les deux, alors je sais plus, peut-être je confonds avec Hokuto no Ken, mais je crois qu'il y a l'acteur qui fait le méchant dans Blade Runner là, qui fait le répliquant dans Blade Runner. Je crois que c'est une des inspirations de Dio, si je dis pas de conneries. Mais de toute façon, c'est des inspirations très. C'est cette époque-là, quoi, des grands acteurs de films d'action américains, quoi. Et très bodybuildé. Ouais. Donc, mais moi j'aimerais plutôt aller sur un autre truc qui fait vraiment partie pour moi de sa patte graphique, c'est l'utilisation des onomatopées. Et même si donc là encore une fois, les tomes 1 et 2, c'est un petit peu timide, on va dire, même si c'est pas on se dit timide, Jojo, c'est bizarre, ça va pas ensemble. Mais finalement, tu sens que voilà, il a mis un petit moment à ensuite
vraiment imposer sa patte. Et je trouve que ce qui montre bien qu'un JoJo sans onomatopée, ça ne fonctionne pas, c'est que même dans les versions animées, ils ont été obligés de rajouter des onomatopées, parce que sinon tu vois pas l'intensité de la rage qui peut animer certains persos à certains moments, et même le fameux go 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 qui est repris après dans des mèmes, dans des trucs internet et tout. Je trouve que ça fait vraiment, enfin c'est comme s'il avait une espèce de sceau quoi, et qu'il avait marqué sur toutes ses œuvres. Ouais, c'est son langage quoi. Ouais. Mais vous verrez, moi j'ai l'impression que l'onomatopée prend de plus en plus de place à partir du moment où il utilise l'onde. Oui. J'ai l'impression que c'est ce moment-là qui est déclencheur pour beaucoup de choses dans ce manga. Ouais, en tout cas le go go go, moi je l'ai noté dès le tome 2, alors je me suis dit ah ouais quand même. Pas mal. Cagnard, est-ce que tu veux revenir toi sur l'aspect graphique, sur les onomatopées, sur la mise en scène ? Alors sur l'aspect visuel, on va dire moi là où j'ai été le plus surpris, c'est qu'en reprenant les premiers tomes, je me suis rendu compte que son style il se rapprochait, enfin je trouvais qu'il se rapprochait de plus en plus du comics US, vraiment des super-héros américains, dans le sens tu sais Clark Kent vraiment avec un visage très carré, des chevelures qui sont pas très traditionnelles pour les shonen que j'ai l'habitude de lire, même de l'époque. Ça manque de gel. Ouais là justement c'est blindé de gel, là c'est Pento style sur de l'eau. Et tu vois, même en allant un peu plus loin que les personnages, je vais même pousser le curseur sur l'ambiance générale. Et avec cette histoire de malédiction, de masque, moi j'ai l'impression qu'on passe complètement du côté de Tales of the Crypt. Tu as vraiment des contes de la crypte, et quand je pense à la fin du manga, je vais essayer de pas la spoiler, mais on est carrément dans un truc de film d'horreur avec la tête de Dio qui continue à poursuivre Jojo. On est quasiment dans du slasher, tu vois. Ouais, et j'ai l'impression que tout ça, il l'a pris, il a pu le prendre, il a pu faire un emprunt aux comics indés d'horreur qui sortaient vraiment dans les années 80, dans les années 90, à l'époque du Comic Code et compagnie. Et moi, je le ressens vraiment fort parce que je n'ai jamais ressenti l'horreur d'une manière aussi puissante dans un shonen en tout cas. C'est un fan, en tout cas il sait, alors est-ce qu'il est vraiment fan, en tout cas il s'y est inspiré, et il a souvent cité Stephen King. Et forcément là on s'y retrouve également. Puis c'est un fan de métal, de heavy metal, de black metal, qui en termes d'iconographie, d'imagerie, a beaucoup repris le aussi gothique, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que de toute façon c'est une éponge, on en parlera un petit peu après, mais Araki c'est clairement une éponge de culture et de pop culture quoi. Donc, mais je me demande quand même, j'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête, quelle était l'impression d'un enfant de 13-14 ans, d'un ado en 1987 au Japon qui regarde ses premiers chapitres et qui se dit c'est génial. Et qu'est-ce qu'il trouvait génial dedans, j'arrive pas qu'un ado d'aujourd'hui le trouve, oui je sais, mais celui des années 80, c'est ça que je sais pas, tu vois, japonais en plus, avec ces trucs genre on va mettre de l'argent, on va miser de l'argent de poche sur nous-mêmes pour se battre. Ouais. Il n'y a aucun enjeu. Et puis il réussit à faire fonctionner des trucs qui ne devraient pas fonctionner ensemble. Que Robin parle d'une ambiance un petit peu crypto-gay au niveau des poses, plus avec des gros baraques, plus avec de l'horreur. T'es là, mais attendez, je ne comprends pas quel est le projet, tu vois, éditorial là-dedans. Il n'y a pas de logique. Avec le père qui fait, j'ai noté cette phrase. Ouais, mais j'ai choisi d'accrocher ce masque plutôt que de mettre un portrait de mon épouse. Pardon. Gratuit. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez ça, monsieur ? tu vois, c'est le goût des punchlines des films d'action des années 80. T'avais des punchlines improbables qui voulaient rien dire et tout. C'est pareil. Je vais l'embrasser avant qu'il l'embrasse la première. Il sera bien dégoûté. Et après, elle se lave avec de l'eau croupie. Et il se vénère parce qu'elle s'est lavé la bouche avec de l'eau croupie. Quoi Tu t'es lavé de mon baiser avec de l'eau croupie. Tu comprends même pas pourquoi il se vexe de ça. Grave, il s'énerve trop quoi. Parce qu'il y a une rivière avec de l'eau propre à côté. Juste à côté en plus. Attention aux bactéries, attention. Mais justement, c'est un signe, tu vois. Elle préfère avoir des bactéries plutôt que d'embrasser Dio. C'est ça. Le signal était très clair. C'est parce que tu vas jamais dans les rivières, toi. Nous, on y va souvent avec Robin. Et Robin, est-ce que tu... Robin, en termes d'eau vive, alors, fais-nous ton classement. Parlons de ce duo improbable. Jojo et Dio. Incroyable.
ils fonctionnent ensemble comme ils ne devraient pas fonctionner. Bah, c'est clairement, de toute façon, c'est un peu si tu. De toute façon, enfin, résumer JoJo's Bizarre Adventure à un genre, ça n'existe pas. Et le seul truc qui peut plus ou moins expliquer le genre de JoJo, c'est que c'est une saga familiale et qui est effectivement centrée sur cette espèce de rivalité entre deux frères, enfin demi-frères, ou je sais pas comment on peut dire, oui, frères adoptifs, quoi. Et clairement, c'est ce que disait un petit peu Cagnard tout à l'heure, c'est une saga familiale qui fixe finalement assez rapidement ses enjeux. Moi, je trouve des fois un peu trop rapidement parce que c'est vrai que le début, j'ai un peu du mal à comprendre qu'est-ce qui les sépare tant que ça. Tu vois, au début, il y a un truc de Dio, il arrive, il est maléfique, tu sais pas pourquoi vraiment il a le seum comme ça. T'en as un, c'est le mal, et l'autre, c'est le bon. Bien. Et oui, mais du coup, c'est vrai que en tant que lecteur, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à m'attacher à cette rivalité au début parce que je me suis dit, elle naît un peu de nulle part et c'est un peu compliqué, je trouve. C'est peut-être trop abstrait, tu vois, à appréhender en général. On est plutôt dans les. Soit c'est trop abstrait, soit c'est plus simple. Pour un jeune lectorat d'avoir un garçon, c'est un des deux frères, c'est le mal, un des deux frères, c'est le bon. C'est vrai, mais si tu veux, dans un shonen en général, tu suis un personnage qui est pur, donc qui représente plutôt l'innocence, donc là ça va être effectivement le personnage de JoJo's, mais le mal va être incarné par une espèce d'objectif, tu vois, qui est un grand méchant, tu vois, un truc comme ça. Et là, le fait que ça arrive au début, cette rivalité, je trouve que moi ça allait un petit peu vite, mais finalement les enjeux, ils sont rapidement fixés pour justement créer la thématique centrale de l'œuvre qui va être ce qui fait que c'est une saga familiale, c'est que c'est une œuvre qui parle de l'héritage, quoi. Genre en gros, en fait finalement tu comprends que cette rivalité elle est née du fait que chaque personnage a hérité d'un poids familial qui le place dans cette position où ils vont devoir être rivaux, tu vois. Et donc ça devient vraiment, et après clairement vu que la saga c'est une saga qui va se continuer sur des décennies et des époques suivantes avec des réincarnations ou des héritiers de machin. Donc c'est vraiment cette notion d'héritage qui devient centrale. Et moi c'est ça que je trouve marrant parce qu'au final quand tu vois l'influence que JoJo's a eu sur le manga et sur les auteurs de manga, c'est assez marrant de savoir que le thème central de son œuvre c'est l'héritage, quoi. Pour revenir juste sur ce côté saga familiale, quand tu regardes une série, un livre, n'importe quelle histoire de saga familiale, quelle est la clé au début pour faire accepter autant de personnages? C'est les archétypes. C'est lui il est méchant, elle est gentille, et ainsi de suite. Clairement, et puis là effectivement JoJo's il s'inscrit complètement là-dedans. C'est un manga qui assume complètement ses archétypes. Je disais voilà, JoJo c'est l'incarnation de l'innocence, Dio c'est l'incarnation de la perversité ou du mal comme tu veux. Mais mine de rien, c'est là où il devient intéressant, c'est qu'il les détourne quand même, parce qu'en fait là le truc c'est que le gentil, donc JoJo's, c'est un peu l'aristocrate, c'est celui qui est issu d'une famille aristocratique, donc c'est le riche, et c'est celui qui en fait je sais pas comment dire, même s'il est gentil, il est pur et tout, il se complaît un peu dans son espèce d'oisiveté de riche, tu vois. Il a pas vraiment d'ambition, il a pas de, si ce n'est faire plaisir à son père, tu vois, et tout. Et son chien, et il joue avec son chien, et bon, ok, il est un peu amoureux d'une nana et tout, mais vraiment il est stagnant, tu vois. C'est un personnage au début qui est très stagnant, voire qui subit vraiment énormément quand Dio arrive. Et alors que Dio, lui, c'est tout l'inverse. Dio, c'est le méchant, mais c'est le pauvre, le mec qui vient du milieu populaire, qui va essayer de s'élever, se transcender. Alors là, c'est la haine qui le motive à ça, mais au final, c'est lui le véritable personnage qui est dessous du héros. En fait, c'est celui qui pourrait être le héros de l'histoire, c'est Dio. D'ailleurs, je me dis, c'est vraiment le personnage pour lequel Araki a mis le plus de lui-même, on a l'impression, ou de cœur en tout cas à le décrire, tu vois. Il y a un truc vraiment, t'as l'impression qu'en fait le personnage central de JoJo's au début c'est Dio, quoi. Ah oui, au début oui. Ouais, parce que jusqu'à après l'ellipse, à partir de ce moment-là, on est sur un vrai battle de virilité, et c'est à celui qui sera le plus viril que l'autre et qui montrera le plus les muscles et le plus de biceps. Et à un moment donné, j'ai noté une phrase, et à ce moment où Jonathan dit: mince, j'ai baissé les yeux, j'aurais pas dû, c'est un signe de faiblesse. Et on le sait tous, quand on baisse les yeux, c'est un signe de faiblesse. T'es une vicose, mon gars. Voilà. Ce qui est drôle, c'est de l'exprimer de cette manière, c'est de l'exprimer dans le texte. Mince, j'ai baissé les yeux, j'aurais pas dû. C'est cette je suis faible. De naïveté, c'est ça, quoi. Et c'est de la démesure tout le temps. Ouais, c'est de la naïveté démesurée. Ouais, c'est démesuré en termes de naïveté, c'est démesuré visuellement, c'est démesuré dans tous les sens, et c'est viril. Et d'ailleurs, au final, pour aller dans le sens de Robin, si tu regardes au début du manga, il y a vraiment juste Dio qui a un objectif clair dès le début,
qui est prendre l'argent de la famille de Star. C'est pas un bel objectif, mais lui, en tout cas, il a un objectif. Jojo, lui, il subit les événements plus qu'autre chose. Il passe son temps à courir après Dio, à essayer de comprendre ce que Dio est en train de préparer, mais pour le coup. Et ça, c'est vrai que c'est assez unique. Démarrer un manga directement avec 2 protagonistes, c'est hyper rare quand même. Déjà, en réussir un, c'est pas mal. Là, en avoir 2 d'un coup, c'est quand même vraiment balèze. Moi, surtout quand tu vois ce qu'il en fait 40 ans après. Ça, c'est encore plus fou. Ouais, en fait, pour revenir un peu sur la différence entre Dio et JoJo's, c'est sûr que oui, au début, on est quand même très intrigué parce que c'est sûr que c'est Dio qui, de façon plus ou moins honnête, voire carrément malhonnête tout le temps, récupère les lauriers, attire la couverture à lui, c'est lui le héros, il est le plus flamboyant, il veut jamais admettre la défaite, il veut complètement, plier la destinée à ses envies. Et il a tous les défauts du monde, enfin vraiment, et il le sait. Et en plus, c'est là où tu te dis, c'est étrange. Lui, il revendique ça en fait. C'est vraiment sa fierté d'être un salaud. Et de dire ouais, je suis un salaud, et alors t'as un problème avec. Et alors que en même temps il déteste ses origines, il déteste son père et tout le passé qu'il a connu avant d'être chez Joestar et tout. Et donc c'est vrai que tu te dis ah ouais, t'as quand même des sérieux problèmes mec. Mais bon. Mais entre ça et ce que disait Robin tout à l'heure, effectivement au début on se demande vraiment si Dio c'est pas lui qui va avoir le beau rôle et qui va devenir le héros du manga. Ouais. Jojo il est naze. Ouais. Dio il est plutôt cool, ça dure pas longtemps, mais le temps d'un tome et demi, on a vraiment le temps de se poser la question si on y réfléchit. C'est ça, t'as l'impression que l'enjeu c'est, tu sais, on dit les Neketsu souvent c'est je vais être le meilleur nanana, là c'est Dio, je vais être le meilleur bâtard. Ouais, je vais être la plus grosse pourriture. Je vais être la plus grosse pourriture, c'est ça. C'est pas Okage ou quoi, non, je m'en fous, je vais être la pire. Mais tu sais, peut-être qu'il y a même eu un peu de doute chez Araki, peut-être qu'il y a eu de l'hésitation. Ça m'étonnerait, mais peut-être qu'à un moment il s'est aussi demandé lequel des deux il fallait le plus mettre en avant. Et au final, tu vois, Dio, on dit que c'est la plus grosse enflure et qu'il rêve de devenir la plus grosse enflure. Mais quelque part, sur la fin du récit, et ça aussi, on voit qu'il fait évoluer ses personnages. Sur autant, il est vraiment le mal incarné au début. Sur la fin, par contre, moi je vois même de la noblesse chez lui, dans le sens où il respecte vraiment Jojo, ce qu'il ne faisait pas au début. Oui, au début, vrai, il le respectait pas, et à la fin, et tu vois, c'est pas une manière de réhabiliter, mais je vois le même genre de développement dans Fly, par exemple, avec Adora, qui est au début un méchant, et au final, tu iras trouver de la noblesse chez ce personnage aussi. Et Dio a ce truc que il veut vaincre Jojo, mais alors j'allais dire de façon noble, non, c'est faux, absolument pas, mais il le respecte cet adversaire en tout cas. Mais encore une fois, c'est plutôt les efforts que Jojo a fait pour que l'autre le considère plus que la moindre crotte qu'il a jamais considérée. Je suis pas sûr que considérée. Jojo a fait des efforts pour qu'il soit mieux considéré par Dio. Si, quand même. Aussi, en 7 ans, pour arriver à 1m95, 105 kg. Oui, non, mais... quand même. On fait le même poids, les enfants, réveillez-vous. Et on n'a pas le même gabarit. Oui, mais en tout cas, moi je pense que c'est ça aussi le paradoxe qui tient, en tout cas le suspense du premier arc, c'est comment les bons, avec leur manque d'énergie, on va dire, vont pouvoir gagner face au mal absolu, qui n'a aucun scrupule, qui ne connaît pas de limite, pas de barrière, rien, voilà. Et ce qui est étrange, c'est que d'un côté, au premier abord, on va dire, t'as l'impression d'avoir une espèce de monolithe qui est donc la rigidité de la vertu des Joestar, parce qu'en fait, c'est ça la force de Jojo, c'est qu'il est noble, il transpire la noblesse par tous les pores de sa peau. C'est un sens propre, il est noble, quoi. Quoi qu'il fasse, il aura toujours cet instinct de se mettre en retrait, faire que la veuve et l'orphelin soient à l'abri avant que lui-même il lui manque 2 bras, mais non, il faut sauver les autres d'abord. Jusqu'au dénouement de la première partie. Oui, voilà, et en fait, garde au bout, ouais. Exact, mais et donc là, de son côté, on va dire, c'est le truc qui est genre ancestral, tu vois, il a hérité de quelque chose, il est institutionnel quelque part, et tu peux pas le bouger. Et en face, t'as une espèce de souplesse, donc incarnée par Dio, qui est l'adaptabilité du mal, quoi, une certaine perversité, de déformer les choses, déformer les propos, etc., qui est hyper sinueux. Et là, tu peux pas séparer les deux, parce que l'un et l'autre vont devoir prendre à l'adversaire ce qui leur manque pour pouvoir évoluer. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et que le binôme peut effectivement marcher et avoir un tel effet
dès le début du manga pour nous accrocher suffisamment quand même pour avoir la curiosité de continuer, parce que sans ce fonctionnement, cette complémentarité du binôme, on aurait lâché l'histoire. Bah ouais, mais là ça fait des belles étincelles quoi, il y a des petits... Et puis cette notion de façon de complémentarité, il le rappelle très très souvent à partir du moment où les pouvoirs apparaissent, et ils disent souvent que ces deux pouvoirs ce sont les facettes d'une même pièce. Je pense qu'on peut l'appliquer au personnage de la même manière. Tu le vois que sur les pouvoirs ça a été un petit peu plus... je pense que c'était un peu plus casse-gueule, je pense qu'il avait prévu celui du masque à la base mais pas forcément l'onde tout de suite. Du coup les pouvoirs ne se répondent pas, il n'y a pas un pouvoir de mort et un pouvoir de vie, mais tu sens qu'il essaye de les faire rentrer quand même dans un truc de... Bon, c'est la même chose quoi. C'est le cycle. Qu'importe les pouvoirs, ça dépend de la manière... Non, j'allais dire qu'importe les pouvoirs, l'important c'est la manière dont on s'en sert, mais c'est pas ça du tout. Le masque, tu ne peux rien faire d'autre, c'est vraiment l'anneau du Seigneur des Anneaux. Pour le coup, tu deviens une pourriture en l'ayant, forcément. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on peut identifier dès le début, à partir du moment où on identifie que Dio sera clairement le méchant, eh bien ça devient le méchant. Et j'ai essayé de comparer, de regarder un petit peu à droite, à gauche. C'est assez commun d'avoir le méchant dans ce genre d'œuvre dès le début, dans l'histoire, mais habituellement, en général, il est là, il y a peut-être une baston au début, puis ensuite il disparaît, et il va faire son plan que le héros, contre lequel le héros devra combattre. C'est Adora dans Fly, quoi. C'est vraiment. Mais là, le truc, c'est qu'il reste tout le long. Il est là tout du long, ce méchant. Ah bah c'est un sparadrap. Bah oui, puisque de toute façon c'est un des deux personnages principaux du manga, et donc il est important et il occupe un rôle croissant en fait, et c'est un vrai contre-pied d'avoir cet ennemi là tout de suite. Il n'y a pas de graduation. Il est tout le temps là. Il n'y a pas de... Ouais, c'est pas gradué quoi. Il est là, un point c'est tout, et c'est pas genre peu à peu... Il se révèle, non, il est là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'enjeux pas forcément très clairs au début, c'est que ça, c'est pas forcément clair tout de suite que ça va être le méchant. Pour l'instant, t'es sur un truc vraiment, rivalité, on sait pas trop. Il aurait pu en faire autre chose. Il aurait complètement pu en faire autre chose. Dio qui se sacrifie à l'apparition d'un autre méchant pour sauver Jojo. Enfin, tu vois, c'était possible de faire autre chose. Après, au final, je trouve que dans cette partie 1, plus on avance dans le récit et plus Dio se met en retrait pour vraiment ce poste de grand méchant, on va dire quoi. Il a postulé, il a eu le job. Mais il a carrément eu le job du seigneur Sith, tu vois. Il a sa capuche et tout, et là tu commences à le voir de moins en moins, et quand il apparaît exactement comme toi t'en parles, Maxime, comme vraiment le grand méchant qui vient mettre un point final, tu vois, et qui envoie ses sbires, voilà, qui envoie ses sbires, qui n'hésitera pas à sacrifier ses sbires aussi s'il faut, parce que ça c'est un top quand même, faut le faire, et pour apparaître à la fin comme un grand méchant. Mais tu vois qu'au bout d'un moment, Araki a quand même, il a changé un petit peu la graduation quand même, en disant bon, on va peut-être pas le garder tout le temps. Je comprends ce que tu veux dire, mais comme c'est un récit en 5 tomes, c'est difficile de se dire qu'il est pas là tout le temps. Tome 1 il est là tout le temps, tome 2 il est là moins les 3/4 du tome 2, tome 3 il y a une baston contre Jonathan qui prend la moitié du tome 4 je suis d'accord, on le voit pas du tout, très peu. Et tome 5 il est là. Mais t'as un peu décalé les passages, parce qu'à partir du moment où il met le masque, en fait là il y a un moment où tu le vois plus trop vraiment, il apparaît mais ça dure un demi-tome, quand Jojo's il apprend l'onde avec Zeppeli et tout ça. Ouais, mais ça va vite finalement. Et au final c'est que 5 tomes, c'est pour ça, donc comme il est là sur 3 tomes et demi. Puis c'est l'origine story en même temps, parce qu'après dans les autres parties de Jojo, il a cette place d'éminence grise qui contrôle tout et qu'on voit très peu au final. Mais ça, on en parlera l'année prochaine. Ouais, t'as pris trop d'avance là. C'est ça. Parce que, non, mais t'as raison de le dire, parce que JoJo's, c'est 5 tomes pour Phantom Blood, mais c'est une saga de plusieurs dizaines de tomes qui dure encore aujourd'hui. C'est toujours en cours. Ça a commencé en 87 et c'est encore en cours aujourd'hui. Et j'ai l'impression que dès le début, on a cette sensation de saga. Alors, oui, c'est parce qu'on le lit maintenant, mais qu'on le regarde avec nos yeux de maintenant. Mais j'ai l'impression qu'elle est là un petit peu. Bah ouais, en fait, je pense que ça se ressent, notamment dans... Je parlais tout à l'heure, c'est une éponge Araki, mais il a ce truc de...
il y a des accents de saga dans sa série parce que lui-même en fait dès son premier cycle il s'est imprégné de ces références de grandes sagas, tu vois, genre en vrai Phantom Blood il l'a dit lui-même qu'il s'était vachement inspiré de À l'Est d'Éden, qui est un roman de John Steinbeck de 52 je crois, qui est une espèce de, c'est un peu un des plus grands romans de saga familiale de la littérature anglo-saxonne. C'est un roman voilà qui parle de l'histoire d'une famille dans une vallée de la Californie et tout ça, avec tout ce que ça peut entraîner de drame et de relations familiales, etc. Donc ça c'est vraiment le point de départ de ce que disait Cagnard tout à l'heure sur cette espèce de début qui commence comme un roman, tu vois, où on t'explique par des narratifs, un truc vraiment un truc très littéraire qui arrive pour t'expliquer l'histoire, et puis petit à petit ça bascule effectivement avec cette histoire de masque de pierre dans du gothique horrifique. Là on parlait de Dracula tout à l'heure, c'est clairement oui, Dio c'est un vampire, tu vois, il est immortel, il peut se régénérer, il crève le soleil. Et puis en plus rien que l'époque, l'Angleterre victorienne et tout ça, c'est de la même époque que Bram Stoker, que le oui voilà, c'est clairement et puis voilà, il y a Jack l'Éventreur, enfin il y a tout le décorum de la littérature gothique anglo-saxonne qui est là aussi, et tout ça c'est pareil, tout ça c'est des grandes sagas littéraires, ça s'inscrit dans une espèce d'héritage très prestigieux de littérature qui a des accents de saga, quoi. Donc ça c'est forcément, ça lui donne ce sel là. Et après il y a aussi dans ses références tout un truc très musical, c'est comme un opéra rock, tu vois, qui vient un petit peu mettre en scène tout ça. Et les références tu les as dans les noms des persos. Zeppeli c'est un hommage à Led Zeppelin, tu vois, genre il y a plein de trucs comme ça. Tu pourrais avoir une espèce de bande son, tu vois, que tu pourrais te construire à la lecture de JoJo's, quoi. Il y a un truc vraiment tu pourrais le lire comme un opéra, quoi. Il y a des références, il y en a partout. Je parlais aussi de Victor Hugo au début de l'émission. Oui, c'est clairement inspiré. Dracula, À l'Est d'Éden, côté musical, Dire Straits, quand t'as deux personnages qui s'appellent Dire et Straits. À un moment donné, t'as des zombies aussi qui s'appellent Plants, Page, et il y a quelques noms comme ça qui sont glissés. De toute façon, Dio, c'est le nom d'un musicien célèbre de heavy metal américain. Jonathan, il y en a aussi. Mais même, je crois, le fait qu'il ait appelé son héros JoJo's, c'est un truc musical, c'est qu'il veut que ça rebondisse, que ça sonne, tu vois. Et il y en a vraiment partout. Il y a du Queen, il y a du Led Zeppelin, ouais. Même la ville, le quartier, le ghetto, là où il va au début, ça aussi, c'est une référence. Après, on va choper du Stephen King, on va en choper, mais absolument partout. Oui, et c'est ça qui est la ville, qui c'est Wynne Heights. Enfin, ça fait penser au de Hurlevent aussi, la ville où il y a Dio qui revient avec les zombies et tout. Et c'est ça qui est marrant aussi avec les œuvres de Araki, c'est que tu peux t'amuser à les relire et à chercher ces détails. Pour ceux qui... et je comprends que les gens puissent être monomaniaques sur JoJo's, parce que c'est très riche, il y a beaucoup à choper, même dès le début, même dès ces 5 premiers tomes. Ça le sera encore plus après, mais même dans ces 5 premiers tomes, t'as plein de détails si t'as envie de t'amuser, faire des recherches, des analyses, et je trouve ça assez formidable, moi aussi. Comment tu l'avais trouvé, toi, Cagnard, le début de ce manga ? Tu t'es dit aussi, là, attends, c'est autre chose ? C'est pas... Moi, au début du manga, comme je l'ai dit en début d'émission, j'étais quasi sûr qu'on partait sur une grande saga romanesque, historique, avec des luttes de pouvoir, une rivalité fraternelle. Mais tu savais que c'était JoJo's et que c'était louche. Oui, je sentais qu'on essayait de m'arnaquer un petit peu quand même, mais qui dit saga dit plusieurs générations. De base, ça veut forcément dire que tu vas avoir plusieurs générations qui vont devoir subir l'héritage qu'ils ont reçu. Puis là, on parle quand même d'une histoire hyper romanesque, familiale, avec la rivalité fraternelle, pour arriver sur une histoire de vampire. Moi, je veux dire, à partir de là, tu peux m'emmener sur la lune après, tu vois. Et ce qu'il fera à un moment, pas littéralement, mais on va y arriver quand même. Parce que le masque vient de la lune. Tu sais, c'est le trajet inverse de Gunn, tu vois. Genre, on part de la science-fiction, on arrive jusqu'au vampire, lui, il a fait l'inverse. Et qui dit vampire, dit Julie ? Du gore. Oh. Mais oui, mais en fait, moi, c'est ça. J'étais très surprise parce que dès les premières pages, avec l'accident des Joestar, là, le cocher, qu'est-ce qu'il morfle ? Enfin, il est complètement empalé sur une roue toute déformée, là, et tu dis, waouh, c'était dans le Jump, ouais, les années 80. Enfin, il y a un truc, il te donne la couleur directe. Et même, les Aztèques, tu te dis, ah ouais, c'est un peu sanglant, tout ça. Mais non, mais pour revenir à ce qu'on disait sur les références et le côté saga, moi, c'est plus comme un espèce
espèce de parc d'attractions et t'as différentes zones avec des thèmes, tu vois. Donc il y a tout qui va avec. T'as le décor, mais t'as aussi les persos donc qui sont sapés en conséquence et une bande son dédiée à chaque endroit. Et c'est à chaque fois il y a des attractions, tu peux faire ça, et voilà, tu vas vers le côté gothique avec des manoirs un peu délabrés, puis après tu vas aller voir les grosses voitures qui font vroom vroom. Enfin, tu vois, c'est un peu le côté très pop que ça véhicule, et de se dire on s'amuse avec tout ce qu'on a sous la main, quoi. C'est marrant, c'est ce que fera finalement un manga comme One Piece plus tard. C'est exactement le même principe. One Piece, c'est que chaque fois c'est une île avec ses codes, son univers graphique, son truc. Donc c'est rigolo de voir ce qu'il a pu créer, quoi. Et de même pour Hunter, hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ça fait partie maintenant des sans grandes le côté règles. Jeux vidéo. Ouais, sans le côté. Mais ça fait partie des grandes règles du Jump maintenant sur les grandes sagas. Et à un moment donné, les auteurs ont envie de s'amuser aussi différemment. Ça se comprend. À quel moment, Cagnard, tu t'es dit ok, là, ça peut pas être juste 5 tomes, ça se suit, il y a quelque chose. Bah déjà il y avait internet, ça m'a été utile un petit peu. Mais après à la lecture là c'était plus le pouvoir de l'onde, on va dire, quand il arrive. Déjà je trouve ça hyper symbolique, tu vois, une onde ça se répand forcément, c'est censé former d'autres ondes. Et puis là à partir du moment où il y a l'onde, il y a un professeur qui arrive, il y a d'autres utilisateurs, etc. Et pour moi dès que tu fais que l'un des pouvoirs se répand, tu sens qu'il commence à élargir son éventail de personnages, à réfléchir à d'autres pouvoirs, à réfléchir à d'autres fonctions. Et là, t'as un naine en puissance, sauf qu'il arrive avant le naine, on va dire. Et puis après, plus tard, il y aura les stands, mais ça, c'est une autre histoire, bien après, plusieurs générations après. Mais moi après, du coup ce côté saga, forcément ça inscrit JoJo's maintenant dans l'imaginaire collectif. Surtout si t'es lecteur de manga, tu ne peux pas faire autrement que savoir que ce manga existe, tu vois, même si tu l'as pas lu. Et du coup j'en suis venu à me demander, mais qu'est-ce qui finalement le rend si culte, tu vois, ce manga? Qu'est-ce qui fait qu'il a duré aussi longtemps, qu'il y a eu autant d'époques différentes, etc. Et qu'aujourd'hui on en reparle, parce que si on fait une émission sur JoJo's aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on se dit bien que voilà, c'est un manga qui est un petit peu dans l'actu, mine de rien, même si c'est un manga qui a bientôt 40 ans, il est dans l'actu, quoi. Donc je me demande si, je sais pas, il y a pas un espèce de regain de hype, un truc qui lui a récemment donné enfin je parle surtout en France, parce qu'au Japon oui, mais en France j'ai l'impression que c'est assez récent, cette espèce de nouveau statut d'œuvre culte qu'il a obtenu. Enfin il y a qu'à voir, là récemment il y a eu je sais plus quel organisme qui a organisé les livres préférés des Français. France Télé. Ouais, c'était France Télé, c'est ça, pardon. Et du coup il y avait plusieurs mangas dans la liste, mais dans la pré-liste finale il y avait JoJo's, et tu dis mais attends, c'est quand même c'est fou, enfin c'est pas si lu que ça, tu vois, genre en vrai donc il y a vraiment une espèce de communauté et de gens vraiment giga fans de ce manga, enfin vraiment une espèce de vrai culte qui s'est créé autour de cette œuvre. Et j'aimerais bien savoir ce qui a fait de Araki un dieu maintenant, tu vois. C'est Sparte. Voilà, les mecs ils sont 300 et ils y vont. Moi j'ai peut-être les jupettes, elles sont là, on le savait. C'est vrai qu'ils s'habillent comme ça en plus, comme ils sont fans de JoJo's, évidemment. Ils ont tous beaucoup de style. Ouais. Sur l'aspect culte, comment il a pu devenir culte en étant aussi anonyme en même temps, tu vois? En France en tout cas. En France, oui, pardon, évidemment en France. Je me dis qu'il y a forcément un truc qui a trait à ce système de saga. Et en fait, alors attention, je vais faire une grosse comparaison. Accrochez-vous, mettez-vous bien. On met les ceintures. Préparez-vous à me détester. Mais est-ce qu'on n'est pas en présence d'un truc un peu de telenovela, de Plus belle la vie, tu vois? Dans le sens où chaque génération a eu sa version du truc, et au final, c'est les feux de l'amour. Ouais, mais tu vois, la force shonen, de Plus belle la vie, des feux de l'amour et compagnie, c'est que tu peux prendre ces séries par n'importe quel épisode. Techniquement, tu vas rentrer dans l'histoire à la fin du premier épisode. Est-ce que Araki, il a pas réussi justement à faire ce truc que tu peux, en plus on le dit souvent, tu peux commencer par n'importe quel cycle de ce que je les conseille moi. Mais en tout cas, chaque génération de lecteurs a eu sa propre version de JoJo, et au final, une fois que t'es dedans, et c'est dur de pas être dedans quand même, tu reviens peut-être aux précédentes, ou alors du coup tu vas lire les suivantes. Ça c'est valable. Comme Doctor Who. C'est valable pour les Japonais qui l'ont suivi depuis le début. Là, Robin, quand il dit d'où vient ce regain, pourquoi là il y a autant de fans d'un coup, eux ils ont tout eu d'un coup, ils ont tout pris en pleine face. Pas forcément, parce que comme il parle de l'animé, tu vois, il y a eu un animé qui a été refait justement aussi en 2012, pour le remettre. Et mais c'est récent, tu vois, 2012. Oui, mais si t'ajoutes à ça les lecteurs de longue date, les lecteurs en scan, les lecteurs qui le découvrent par l'animé, au final je pense que ça fait plein de petites communautés qui au final se regroupent tous, les nouveaux viewers, ceux qui vont en entendre parler, et qu'on fait une ville qui s'appelle Sparte.
Mais du coup, je pense qu'il y a un effet de saga pour revenir vraiment à ce truc de saga que tu peux prendre en fait un peu à n'importe quel moment. Une lecture familiale en fait, tu vois. Tu transmets ton JoJo's à tes enfants. C'est ça, mais alors du coup, je préférerais qu'on aille plutôt vers Pagnol plutôt que Plus belle la vie, quitte à aller dans le sud de la France. Non, mais Doctor Who, tu vois, c'est un peu comme un Doctor Who du manga. Non, mais Robin, il sait parler à Maxime, c'est ça, moi je sais pas, j'y arrive pas à chaque fois. Non, mais je pense qu'il y a. Moi, je lui ai dit Plus belle la vie. Et je pense qu'il y a mine de rien un truc qui est que c'est devenu populaire, mais c'est pas si mainstream que ça, tu vois. Genre, il y a un peu ce truc. Et je pense que c'est lié au fait que, genre, JoJo, c'est impitchable, quoi. C'est une espèce d'œuvre. T'es un peu obligé de dire non mais tu peux pas comprendre tant que t'as pas lu, tant que t'es pas allé dedans, tant que t'as pas regardé l'animé, tu peux pas savoir ce que c'est. C'est pour ça que je suis parti sur le masque et du coup je pense que c'est ça aussi qui renforce ce côté un peu adorateur, enfin entre guillemets culte. Julien, t'as pas entendu toi sur le côté culte justement? Bah ouais, mais parce que tu vois là il vient de laisser un gros mot quand même, adorateur, et puis tout à l'heure il a demandé si c'était pas devenu un dieu, et en fait moi ça me fait rire parce que c'est de notoriété, enfin il y a eu des espèces d'intox d'infos qui n'étaient pas très bien vérifiées, qui disaient que Araki était chrétien. En fait, il n'est pas chrétien, mais c'est vrai qu'il a été dans une école protestante, donc quand il était jeune, et qu'il a lu la Bible, mais genre vraiment, quoi, il la connaît bien, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que... il sait comment devenir un prophète. Je sais pas si... Ouais, peut-être que ça joue. Mais en tout cas, il y a peut-être une sensibilité différente, en tout cas aux questions du bien et du mal, qu'on retrouve pas dans les autres mangas. Parce que je pense que dans ce qui fait aussi... une particularité du shonen, c'est que t'as des nuances de bonté et de perversion, et que tout se mélange, et là bon bah c'est quand même, comme on disait tout à l'heure, c'est très polarisé, hein, le très très bon, le très très vilain, et ça c'est difficile, même s'ils sont finalement sur le même segment. Le curseur il se déplace pas tant que ça, et je pense que c'est ça aussi qui peut-être a interpellé son lectorat à l'époque, parce que lui il proposait une version très manichéenne, très inspirée de ce que nous on connaît parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est petit, quoi, il y a le mal, il y a le bon, et faut que ça se castagne un petit peu ou beaucoup. Je vais compléter ton propos sur l'éducation de Araki avec un petit point de détail aussi qui peut être important quand on a envie d'analyser JoJo's Bizarre Adventure, c'est que son premier éditeur, c'était un homme déjà avec de l'expérience. C'était pas un petit jeune comme il pouvait y avoir, c'était quelqu'un d'assez érudit et de passionné d'archéologie, qui avait fait des études dans l'archéologie. Et je pense que de tomber sur un personnage comme ça, quand tu es quelqu'un d'aussi marginal, en tout cas dans ton histoire, comme Araki, je pense que ça peut faire des étincelles qui ont donné JoJo's aussi. Je pense que ça à prendre aussi en compte quand on y pense et qu'on veut réfléchir à tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez fou. C'est un personnage qu'on aimerait voir et revoir en France. Ouais. Ça serait bien. Mais bon, enfin, en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que y a des fans qui sont là depuis la première heure, quoi. Enfin, c'est une espèce de socle d'adorateurs de JoJo's, on va dire, ou de Araki. Et c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, on essayait de parler de l'œuvre maintenant en 2022, et il y a des termes comme le voguing ou enfin, tu vois, qui montrent que c'est quand même dans l'air du temps, où il y a des choses qui font que ça résiste, en tout cas, à 40 ans de parution. Donc c'est ça qui moi m'interpelle et qui titille ma curiosité, parce que je trouve que peut-être ce serait ce fameux exemple du manga qui est sorti trop tôt pour rencontrer son public, tu vois, et que peut-être enfin bah oui, il arrive et il va rencontrer son public de 2022, je sais pas. Ouais, mais je suis pas sûr que s'il sortait aujourd'hui comme un nouveau truc, tu sais, en plus déjà si ça sortait aujourd'hui, ça sortirait dans une édition plus chère, avec un côté tu sais plus... Non, mais le côté un peu vintage, tu vois, c'est... Mais sauf que le fait que ça soit sorti en tant que en volume normal, lambda, ça joue aussi sur le côté accessible que ça n'aurait pas si ça sortait aujourd'hui, alors que si Tonkam ne l'avait jamais édité dans les années 2000. Ouais, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu en bibliothèque, on ne sait pas. Ouais, ça m'étonnerait, ça. Il ne devait pas être très trouvable en bibliothèque. Des très gros rayons de bibliothèque. Mais en plus je parle de Tonkam, mais effectivement j'ai lu avec la publication, une très jolie traduction. C'est joli. 3 petits points. C'est vrai que je vous l'ai pas apporté, mais je vous l'apporterai. La version que j'ai lue, elle est différente. Ouais. Je
Je m'arrêterai là. Est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est pas le moment de conclure cette émission ? Avant de conclure, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce que l'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'il utilise beaucoup de références à la culture pop, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des groupes, des courants de pensée, du courant artistique. Parce que, en fait, pour un lecteur japonais, je pense que c'était hyper exotique. Enfin, c'est un des plus occidentaux des mangaka, Araki. Et il a, contrairement à d'autres créateurs de sa génération, été approché par des marques pas forcément françaises, mais je pense à Gucci notamment, qui a mis en avant certaines de ses créations parce que ça se passe en Italie, parce que lui aussi il est toujours comment dire, une espèce de bête de mode, quoi. Enfin, c'est bête de dire ça, mais et il a fait partie de ces fameux dessinateurs qui ont été invités par le Louvre à créer une histoire originale sur le Louvre, etc. Rohan au Louvre, ça s'appelle. Shibe Rohan. Et en fait, je trouve que malgré ça, il est quand même resté sous le radar. Il y a une espèce de... Enfin, il va terminer, ça sera une espèce de papy du manga que tout le monde connaîtra plus ou moins et il dira « Ah oui, on est rattaché par Araki, par la branche ceci, cela. » Enfin, tu vois, il y a une espèce de diffusion comme ça dans plein de canaux différents. Mais ça circule très bien les ondes en fait. Oui, son art circule et son art influence encore et encore. Avant de conclure aussi, Robin, est-ce qu'on ferait pas une petite balise spoil ? Oui. Attention, si vous voulez pas être spoilé de la fin de Phantom Blood, coupez maintenant. On vous remercie d'avoir écouté cette émission et on vous dit donc à très bientôt. Pour ceux qui veulent être spoilés ou qui ont déjà lu les 5 premiers tomes de JoJo's, Robin, tu voulais rajouter un truc sur la fin ? Oui, en fait, c'est sûr qu'il faut aller la balise de spoil, puisque je voulais parler de la mort de JoJo's, qui quand même arrive au tome 5 de l'histoire. De Jonathan. Et de Jonathan Joestar. Et c'est vrai que je trouvais que pour le coup, c'était aussi une particularité de cette saga. Bon, après, du coup, ça a du sens à partir du moment où tu as compris que c'était une saga qui, du coup, allait effectivement se continuer sur d'autres époques et d'autres personnages. Mais moi, j'ai trouvé ça assez surprenant quand même que dès le tome 5 d'un shonen du Weekly Shonen Jump, le héros meurt, quoi. Et je pense pas que c'était un truc... Alors, j'ai pas vérifié si c'est arrivé avant ou après la mort de Sangoku, qui était assez marquante aussi dans l'histoire du shonen, mais je trouve que c'est aussi un truc qui lui donne une identité assez particulière, c'est le fait de faire mourir son personnage principal. Ça lui permet aussi de conclure son manga. Et de transiter directement vers l'arc suivant. Bien sûr. Là, pour le coup, tu le sens que en fait, t'as comme l'impression qu'il a vite envie d'arriver à la prochaine étape, quoi. C'est-à-dire rendez-vous pour le prochain cycle. Vous remarquerez que le tome 5 est plus court de 1 ou 2 chapitres. Oui, bien sûr, il fait que 160 pages, je crois. Et du coup, c'est marrant. Et je trouve que quelque part, il y a un truc qui est assez beau. C'est ce côté. Le manga, il s'appelle JoJo's Bizarre Adventure, qui pourrait être le nom du personnage principal, comme beaucoup de mangas, Naruto, et plein de trucs comme ça. Mais JoJo's, c'est pas un personnage, c'est je sais pas comment dire, c'est une espèce d'incarnation de. C'est une lignée. Ouais, c'est une lignée, tu vois. Donc il y a un truc assez beau et assez unique, quoi. Le père s'appelle Joseph, il s'appelle Jonathan, d'autres. Et tous les persos après. Mais le méchant, tout ça. Le méchant, lui, par contre, reste le même. Dio. Ouais. Et dans l'émission, nous avons aussi un Joe. Ah oui, c'est vrai. Qui s'appelle Johnny. Oui. Alors on va vous demander de pas les confondre, s'il vous plaît. C'est ça. Et on a sa descendance qui s'appelle Jo aussi. Oui, évidemment. Jojo, les aventures de Du Jojo. coup, on continue aussi dans cette émission à perpétuer. C'est méta, c'est une un sorte podcast de méta, tradition. vous le saviez pas. Mais... Voilà, exactement. Bon, on conclut. C'est l'heure de conclure cette émission. Julie, je te laisse la parole en premier top départ. Merci. Moi, j'ai envie de te dire, c'est difficile de savoir jusqu'où le scénario et le déroulement de toute cette histoire était préparé à l'époque où il a commencé. En fait, moi, parce que c'est ça, tu dis, ok, là ça se termine, sur quoi il va embrayer, jusqu'où il avait pensé, est-ce que déjà en entamant Battle Tendency, il avait prévu les stands, enfin, c'est un questionnement perpétuel quand tu... quand t'es pas un lecteur de la première heure. Mais moi, je trouve aussi que dès le départ, tu sais que la question, donc, ça va être la bataille du bien et du mal, oui, mais derrière, c'est le pouvoir, justement. Comment c'est
d'avoir du pouvoir, qu'est-ce que ça implique, comment ça se manifeste. Et lui, il a été tellement créatif autour de toutes ces questions. Je pense que c'est vraiment le maître du pouvoir. Enfin, il y a cette espèce de grande bannière qui flotte au-dessus de ta tête maintenant, en tout cas dans mon esprit, parce que je me dis que c'est ça, encore une fois, ça infuse dans toute son histoire. Et là, dans le premier arc, c'est une question de lutte de pouvoir aussi, de classe sociale, de savoir qu'est-ce que ça implique d'être pauvre, qu'est-ce que ça implique d'être né riche et noble, etc. Et comment on assume ce dont on hérite. Comment est-ce qu'on prend ses responsabilités, puisque que ce soit la famille Zappili, la famille Joestar, c'est par eux qu'est arrivé le malheur et c'est à eux de nettoyer le bordel, quoi. Donc on te dit aussi, allez, on se retrousse les manches et c'est parti. Et là, tu sais pas quand est-ce que la machine va s'arrêter, mais faut y aller. Robin, à ton tour de conclure. Oui, moi je suis assez content de cette émission parce que non mais c'est vrai que Jojo ça fait vraiment partie de ces œuvres cultes, mais qui sont très intimidantes parce que il y a plein de choses. Il y a le style graphique qui est pas forcément facile à appréhender de premier abord. Il y a l'espèce de ferveur de sa communauté dont je parlais tout à l'heure qui peut être aussi un peu intimidante. Puis il y a surtout effectivement le nombre quand même conséquent de volumes que tu vas avoir à te fader pour avoir la saga complète, qui peut en décourager plus d'un. Et moi le premier en fait, Jojo c'est vraiment une œuvre que j'ai eu longtemps dans ma ligne de mire. Je me rappelle que ça fait longtemps qu'on m'en parle. Je sais que c'est intéressant. J'avais un petit peu regardé l'animé et tout quand il était avec la nouvelle version et tout. Mais j'arrivais pas vraiment à m'y mettre parce que ça m'intimidait trop. Et donc je suis vraiment très content d'avoir participé à cette émission parce que ça m'a offert le prétexte de enfin m'y mettre. Et vraiment je suis ravi parce que c'est vraiment à la hauteur de mes attentes, quoi. C'est un titre qui est vraiment doté d'une originalité rare, que ce soit dans son univers graphique, ses ambitions, son identité, quoi. Et du coup je suis hyper content, d'autant plus qu'il paraît que Phantom Blood c'est loin d'être le meilleur cycle de JoJo's, donc ça veut dire qu'il va falloir que je lise les suivants et je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ceci fera l'objet d'une autre émission. On fera la bagarre de tous les arcs quand on aura fait toutes les émissions. La bagarre des JoJo's. Voilà, histoire de dire que Golden Wind est le meilleur des arcs. Cagnard, c'est à toi. Diamond Unbreakable, mais bon, je le dis comme ça, quoi. Moi, au final, j'ai pris plus de plaisir à cette relecture que je le pensais. J'ai été beaucoup moins critique en fait qu'à ma première lecture sur le dessin, par exemple. En fait, je trouve qu'il est très fort dès le début. Alors ok, il fait des poses bizarres, mais en tout cas sur les designs et tout, je trouve qu'il est fort. Les points de vue aussi, les cadrages, il y a vraiment de l'originalité, de la créativité. Le mec ne se laisse pas tranquille. Il y a aucun moment où il se laisse tranquille sur le dessin. Alors c'est foutraque, ça part dans tous les sens. Honnêtement, ça me donne envie de jeter le manga en l'air tellement ça m'énerve au niveau des justifications, des backgrounds et tout. Mais bordel, c'est fascinant de voir tous les éléments qu'Araki distille, il incorpore déjà dans sa toute première histoire au final. Donc si je peux donner un conseil aux auditeurs, c'est vraiment de vous précipiter le lire, parce que ce manga, vous ne lirez rien qui y ressemble. Vous allez trouver plein de choses qui ont certains éléments de JoJo, et c'est normal parce que c'est un peu le père du bordel ce shonen, quoi. Donc allez-y, foncez, lisez-le. Et j'ai envie de compléter ta conclusion avec ma propre conclusion, parce que comme souvent dans le manga, le chemin le plus long, c'est celui de franchir la porte d'entrée. Et une fois que tu as franchi la porte d'entrée, donc là, ce qu'on voit ce sont les premières pages, ces premiers chapitres bizarres ou sans enjeu, sans ambition, qui nous intriguent. Et on décide de pousser plus loin. Et voilà, il faut pousser plus loin. Et une fois qu'on décide de le faire, on a envie de visiter toute la maison, de voir chacune des pièces et de voir la déco et de voir ce qu'il y a derrière les rideaux. Et là, on peut se faire plaisir avec JoJo's Bizarre Adventure. Tu veux voir la cave avec Dio. Attention, si pendant les fêtes de Noël vous décidez de vous intéresser de près à JoJo, ça risque de prendre ensuite une très grande place dans votre bibliothèque, parce que quand on met le doigt dedans, c'est l'engrenage. Dixit les huissiers, tu rentres, les rideaux. Non, moi je vais rester ici finalement. Cagnard tout de suite lui il pense à huissier. Si c'est visite de maison, c'est huissier. Bah oui, tu me dis le plus dur c'est de passer la porte. Excuse-moi, c'est les huissiers, ça je crois, c'est vraiment la définition.
Merci d'avoir écouté cette émission. En parlant de JoJo's Bizarre Adventure, j'ai envie de passer le bonjour à notre ami cagnard qui s'appelle Fabien. Et donc par conséquent à Richard qui écoute aussi cette émission. Ah bah oui, voilà. salut à vous deux, vous nous avez tellement parasité qu'on a fini par la faire cette émission. Et on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour fêter Noël, oui, quand tout même. simplement. Et puis dans 2 semaines pour fêter le nouvel an. C'est comme ça que tu le fais, Cagnard, je crois. Ouais, mais je peux pas le faire comme ça. Quand vous me le demandez, je peux pas le faire. Il faut vraiment que tu aies bu de l'alcool faut pour le vraiment faire. que je sois fracassé. Et là, vous avez même pas besoin de le demander, je vais le faire en boucle normalement. On vous dit donc à la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël, amusez-vous bien. Ciao, salut. Salut.